Et voilà, avec nous, comme promis, Jocelyne Berroa, qui n'est plus à présenter en tout cas, mais c'est une grande nouvelle. C'est pour cette grande nouvelle d'ailleurs qu'on la reçoit ce soir dans RM Show sur Voice of America. Pour moi, c'est un honneur, un privilège. Jocelyne, c'est un privilège. Je sais que vous entendez ça toujours, hein, mais moi aussi, je devais le dire aussi en ma façon. C'est vraiment un privilège, un honneur de vous recevoir, et surtout pour mes auditeurs et mes téléspectateurs qui vous adorent aussi. D'abord, je commence par vous demander, hein, Jocelyne, comment vous allez, hein? Comment je vais? Ma foi, je vais bien. Ouais. Je suis à Paris depuis à peu près 8 jours et je fais la promotion de mon livre qui vient de sortir. Ouais. Donc, j'ai des journées un peu chargées, mais c'est pour la bonne cause. Donc, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque personne a sa partie du livre qu'elle préfère ou sur laquelle elle a envie d'avoir des précisions. Ouais. Ce qui fait que c'est très intéressant parce que je répète pas toujours la même chose, quoi. Voilà. Exactement. Je m'imagine, parce que ça m'a pris vraiment, avec Karine, on a pris beaucoup de temps pour programmer cette interview. Je me suis rendu compte que vous devez être vraiment occupé, vous êtes tellement chargé, et on va parler de ce livre-là d'ailleurs. Mais d'abord, l'actualité, à part le livre, est-ce que Jocelyne est en train d'enregistrer, de travailler, hein? Ah non, je veux pas tout faire à la fois, parce que quand on écrit des textes, je veux dire, on aime bien être un peu en solitude et ne rencontrer des gens que lorsque c'est nécessaire, quoi. Ouais, Voilà. que lorsque c'est nécessaire, ouais. Dans tout le mouvement qu'il y a là, je veux dire, j'ai oublié tout le reste. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent « Ah, j'ai une chanson à te faire écouter ». Je dis « Envoie ». Mais alors, c'est pour plus tard. Voilà. Pour plus tard. Alors, Jocelyne, vous avez fait le monde, vous avez beaucoup des fans partout dans le monde, et en Afrique en particulier. Quel bon souvenir vous gardez, hein, d'Afrique, hein? Ah, je sais pas, quel bon, c'est quel avec au pluriel. C'était toujours des découvertes. Je veux dire, le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Congo, c'est pas, voilà. Donc chaque pays avait son cachet. Et je veux dire, à chaque fois, c'était toujours pour nous un émerveillement. En tout cas, à chaque fois que moi j'allais en Afrique, je découvrais des gens. Bon, je connaissais déjà beaucoup, j'avais beaucoup d'amis qui étaient originaires du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Cameroun, etc., etc. Et donc, je connaissais un petit peu via eux les gens de là-bas. Mais être sur place, les rencontrer, quelquefois être invité chez eux, dîner, déjeuner avec eux, causer avec eux, partager des moments avec eux, c'est inestimable, quoi. Je veux dire, ce sont des moments toujours qui vous enrichissent, parce que là, on sait qu'on rencontre des gens qui sont pas nécessairement la même chose, quoi. Ils sont différents, quoi. Ils sont pas nécessairement justement différents de nous, mais qui ont aussi plein de choses, plein de différences, et c'est ça qui est génial, parce que ces différences-là ou ces petites choses qu'on découvre chez celui-ci ou celui-là nous motivent et nous permettent je veux dire, ça nous enrichit quelque part, ça nous enrichit. Moi, quand j'ai été en Côte d'Ivoire, que j'ai vu tous les stylistes qu'il y avait là-bas, ce qu'ils créaient et compagnie, moi qui aime de temps en temps jouer à la couturière ou me poser des questions sur le prochain vêtement que je vais mettre, moi je veux dire, ils m'inspirent. Voilà, je suis inspirée par ça. Quand j'écoute telle ou telle musique, c'est pareil. Et alors, quand vous partez dans des lieux où ils ne parlent pas le même langage que vous, comme par exemple le Cap-Vert, l'Angola, le Mozambique, et où les gens sont aussi fanatiques et aussi aimants et ont une autre façon, c'est un autre art culinaire, par exemple. Donc, on va de découverte en découverte. Et je crois que ça, c'est... peut-être que si je devais souhaiter à chacun quelque chose de beau, ce serait de pouvoir beaucoup voyager. Il faut aller voir ailleurs. Il faut parce que, bon, en fait, ce monde est magnifique. Ce monde vous offre des tas de choses. Je veux dire, des paysages différents, une architecture différente, une façon de vivre différente aussi, mais qui est aussi belle, tout aussi belle que la nôtre, quoi. Je veux dire, c'est partager avec l'autre, c'est un enrichissement, mais c'est aussi un immense bonheur, quoi. Voilà. Et ça, c'est une petite fille née à Fort-de-France qui ne s'imaginait pas qu'un jour, elle allait faire le monde, elle allait voyager partout dans le monde.
Non, non, pas du tout. En fait, je pensais toujours que j'allais voyager parce que quand on était petits, nos parents, bon, avaient la chance de pouvoir nous amener de temps en temps dans les îles voisines, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de connaître quelques îles de la Caraïbe, déjà petites. Ensuite, ma mère était fonctionnaire, elle était professeure d'anglais, donc tous les 5 ans, il y avait des voyages qui étaient possibles. Et donc, j'ai eu l'occasion, à l'âge de 12 ans, de connaître Paris, la France, et puis le sud de la France aussi, un peu, et puis l'Allemagne, etc., parce que mon père voulait aller faire un tour là-bas. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai quand même eu la chance de pouvoir voyager dès petite. Et donc, cet esprit de vagabondage était déjà en moi. Ce qui fait que quand ça m'a dit on va à tel endroit, c'était youpi, on y va. La seule chose que je déteste dans les voyages, c'est de devoir faire des valises. J'aurais aimé être suffisamment riche pour tout acheter en arrivant. J'ai horreur de faire des valises. Voilà. Alors là, je m'attendais peut-être que la seule chose, c'est l'avion, c'est de prendre l'avion. Hein? Alors bon, évidemment, c'est souvent des pertes de temps, surtout que bon, mais c'est nécessaire. Il est nécessaire qu'il fasse du check-in, qu'il regarde s'il n'y a pas, voilà. Mais bon, il faut déjà faire les valises. Ça, il faut commencer par là. Yes. et du coup, en parlant de voyage et des destinations, avez-vous un endroit que vous adorez, que vous aimez bien? Il y a plein d'endroits que j'adore. Il y a des endroits où on n'est pas resté assez longtemps. Par exemple, on est allé à Dubaï. On est resté 2 jours. On a réussi quand même à aller faire un tour près du désert, tout près du désert. Mais en fait, le chauffeur qui nous conduisait nous a enturlupé. Il nous a bien eu parce qu'il nous a fait croire qu'il savait où aller. Moi, je voulais faire des photos de dromadaires au coucher du soleil et j'ai tout raté. Parce que je fais de la photo aussi. Donc, j'aime bien, si j'ai un petit peu de temps, j'aime bien pouvoir aller vagabonder avec mon appareil. Et depuis la voiture, souvent, je fais plein de photos pour ramener, quand je n'ai pas le temps, justement, parce qu'on ne nous paye pas des vacances. Hein, quand on va tourner. Le groupe, c'est 20 personnes. Donc, le groupe est très lourd. Et on vient, on se repose, on joue et on repart. 9 fois sur 10. Sauf quand c'est très loin. Alors, quand on doit aller en Nouvelle-Calédonie, tout ça, comme il y a une trentaine d'heures, enfin 24 heures, entre 24 et 30 heures pour arriver là-bas, là, on vous donne le temps de récupérer Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça. On reste à peu près entre 5 jours et 1 semaine. Quand même Oui, parce qu'il faut bien récupérer. On est à l'envers, hein, Tahiti. Quand il est midi à Paris, il est minuit à Tahiti. Donc, on est complètement à l'envers. Complètement à l'envers. À 4 heures du matin, vous ne savez pas où vous êtes. C'est le matin à 4 heures du matin, mais pour vous, c'est déjà l'après-midi. C'est tout autre chose. Bientôt aller dormir. Ben, c'est bien d'avoir une passion, c'est bien. Et voilà que certains auditeurs et téléspectateurs peut-être découvrent que Jocelyne a une autre passion, la photographie. C'est une bonne chose aussi. Hein. Oui. Wow. Oui, j'ai toujours aimé ça, en fait. Dans mon livre, j'explique pourquoi, en fait, je faisais des tas de choses. C'est que je ne voulais pas perdre la tête. Mon père c'était quelqu'un d'assez sévère. En fait, il voulait nous protéger, donc il ne nous laissait pas toute la liberté de sortir avec les copains, etc. Ce qui fait que, bon, quelquefois, il y avait des zouks à côté de la maison et j'entendais la musique, mais je n'y étais pas. Donc, je ne voulais pas, je refusais de sombrer dans comment je pourrais dire ça, dans l'amorosité. Donc, comme j'utilisais beaucoup mes mains, je cousais, je peignais, je faisais de la photo, tout ça. Donc, j'ai pris l'habitude de faire ça. Quand j'étais petite, je dessinais des poupées, je les découpais, je les mettais sur des cartons, je fabriquais leurs vêtements avec du papier à côté, etc. Je faisais toujours quelque chose, c'était bricoleuse, quoi. J'aimais ça. Voilà. Et vous venez de dire hein, que papa n'aimait pas que vous soyez chanteuse zouk ou quoi. Mais vous étiez choriste, hein, n'est-ce pas? Je pense que vous étiez choriste à l'église ou quelque chose comme ça. J'ai commencé. En fait, j'ai commencé à l'église. Et ma question, c'était de savoir, mais qu'est-ce que papa a dit après quand cette superstar est devenue... Alors, il a été fait appeler. En fait, au début... Quand il est venu et qu'il est venu nous voir, ma sœur et moi, parce que ma sœur de temps en temps chantait avec moi, ma sœur, ma cousine aussi, qu'il est venu nous voir sur scène, les gens lui ont dit tellement de belles choses sur nous que bon, il ne pouvait pas être contre, quoi. En plus, à cette époque-là, bon, j'étais devenue déjà quasiment professionnelle, donc
il ne m'envoyait plus d'argent par mois pour que je puisse vivre. Je payais mon loyer toute seule, quoi. Donc, il ne pouvait pas intervenir dans ma vie. Il était juste inquiet. Il était inquiet parce que pour nos parents, être artiste, c'était avoir envie de mourir de faim à un moment, quoi. Ouais, mais... C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion de parcourir un peu le livre et si je dois commencer par là, en fait. Pour nous qui vous avez, enfin, on s'imagine qu'on vous a très bien connus, hein, les Kassav, et Jocelyne, c'était notre. Moi, je suis originaire du Congo. J'étais à Kinshasa. Et je m'imagine quand Kassav est venu, je peux pas vous dire, mais on avait une expression à Kinshasa où, quand les Kassav sont venus, nous, on a sauté les murs. Alors, sauter les murs, ça veut dire, vous ne dites pas aux parents parce que les parents ne veulent pas que vous allez rester. Alors, on sautait les murs pour aller voir les Kassav. Pour aller voir. On appelle ça chez nous les chapes. Ah, les chapes! Pas les chapes, c'est chapes. Chapes seulement. Ouais, en chape ou bien les chapes. Ah, d'accord. Ah, ben c'est ce que nous on faisait alors. Et c'était exactement ça ce qu'on faisait. Mais alors, quand je reviens un peu à l'ouvrage, quand j'étais en train de parcourir le livre, je me suis dit, mais il était plus que temps que Jocelyne écrive ce livre. Mais il était plus que temps. C'est tout un film. Exactement. Moi, c'est ce que, en fait, j'ai ressenti en 2013 lorsque j'ai dit il est temps d'écrire. C'était depuis 2013. Ah, ok. Il est temps d'écrire l'histoire de Kassav. Ouais. C'est parce qu'on avait déjà vécu tellement de choses. On avait fêté les 30 ans. On allait vers les 40 ans, etc. Et je me suis dit, il est temps d'écrire cette histoire. D'autant que Patrick était mort en 2010. Oui. Bon, il avait quitté le groupe en 2002, mais malgré tout, il faisait partie de nous. Patrick, il faisait partie de ce groupe. Et quand il est parti, je veux dire, on a commencé à entendre des tas de choses sur lui, etc., etc. Et je me suis dit, il ne faut pas que les gens réinventent la vie de Kassav. Ce n'est pas l'autre qui doit écrire ton histoire, c'est toi-même qui dois écrire ton histoire. Donc, j'ai pris sur moi de devoir écrire cette histoire-là. Alors, au départ, j'ai un ami qui est écrivain, puisque moi j'écris des chansons, hein, donc je ne sais pas écrire de livres au départ, en 2013. Donc, j'ai Bertrand Dical, qui est un grand ami, a passé des jours et des jours à m'enregistrer, où je lui racontais des tas de choses. Alors, pour m'aider, heureusement que je n'avais pas de journal à proprement parler, mais j'avais tous mes agendas que j'avais gardés et sur lesquels je notais des petites choses comme ça, ce qui fait que j'ai pu retrouver certains événements, mais globalement, je lui ai raconté toute ma vie, mon enfance, et puis toute l'épopée Kassav, quoi, quelque part. Donc, il a tout enregistré et il a rédigé. Il a rédigé en jeu. Le livre était très beau, mais c'était sa parole. Oui. Ah, c'était sa parole. Oui, c'est-à-dire que c'était sa façon de parler à lui. Quand il dit « je fais ceci, cela, etc., », il le disait à sa manière. Ah, ok. Pas à ma manière. Ok. Et là, alors, vous deviez changer. Donc, j'ai entrepris, je lui ai dit, écoute, ton livre est magnifique, merci beaucoup pour le travail effectué. Oui. Donc, je le garde tel quel, c'est-à-dire je garde le squelette, mais je vais tout réécrire. Donc, j'ai quasiment tout réécrit à ma manière, avec mes mots, avec mon rythme, avec mes pensées, quoi. Par exemple, voilà. Ah, ben c'est mieux comme ça. Hein. Comme je disais, je dis, si un jour on doit faire un reproche, je ne veux pas qu'on me reproche quelque chose que je n'aurais pas dit. Voilà. Donc, je préfère prendre la responsabilité de l'écriture. Voilà. Et il faut quand même dire que c'est plus de 400 pages, hein? Non. Mais non? Non, pas du tout. Pas du tout. Le livre au départ faisait 450 pages. On l'a descendu à moins de 300 pages. Le livre a peut-être au total 320 pages au total, je crois. Mais il y a quelques pages de photos dedans. Oui. Donc, il faut ôter les pages des photos et c'est un peu moins de 300 pages. J'ai vu quelques photos, des très belles photos. Mais alors, Loin de la mer, pourquoi ce titre, hein? Eh bien, parce que déjà, alors au départ, mon premier titre... Ça commence toujours avec... mais oui, parce que c'est toute une réflexion à chaque fois. Je veux dire, le tout premier titre, c'était La Pagaie d'or. La Pagaie d'or, c'est-à-dire qu'on ramait, c'était la galère. Parce que vous savez, quand on vous dit c'est une galère, parce qu'on a fait plein de concerts, quel que soit l'endroit, hein,
qui était galère. Voilà. Comment ça? Comment ça galère? Dans quel sens? Ben, on a eu pas mal d'aventures. Quand vous allez lire le livre en profondeur, vous allez voir toutes les aventures qu'on a eues. Et moi, j'ai dit, mais Kassav mérite la baguette d'or, c'est pas possible. À la limite, je me disais, mais c'est peut-être pour ça que les autres artistes, les big stars, déjà suffisamment de monde pour gagner leur vie. Je veux dire, ils n'y allaient pas parce qu'ils savaient très bien que ça se passerait pas tout à fait comme il faut. Et puis, il faut dire aussi que beaucoup de nos organisateurs, que ce soit dans toute la Caraïbe et quelquefois en Afrique, je veux dire, ils s'improvisent organisateurs. Ils n'ont pas fait d'études pour ça. Ils n'ont pas, voilà, donc ils sont fanatiques ou alors ils pensent qu'ils vont faire un tas d'argent, donc ils veulent faire venir le groupe qui fonctionne, qui va faire venir du monde. Et le problème, c'est que souvent les choses sont traitées à la dernière minute, donc ça coûte 4 fois plus cher. Quand le gars se retrouve en fait à devoir payer tout ce qu'il a à payer trop cher parce qu'il est pris trop tard, parce que les autres lui mettent la corde au cou. Tu viens à la dernière minute, c'est que tu as besoin de moi, donc tu vas payer ça, quoi, c'est tout. Et donc il se retrouvait un peu dans l'embarras et quelquefois il disparaissait dans la grande Afrique et on n'était pas payé au bout du compte. Et comme nous commencions aussi, on n'avait pas non plus une équipe très affûtés. Donc, c'était des gens qui étaient sympathiques, ça se passait bien, tout le monde était content, voilà, on est Kassav et compagnie, etc. Et ils ne surveillaient pas suffisamment leurs arrières. Donc, quand ils cherchaient le bonhomme à la fin, il n'y avait plus personne, quoi. Et donc, on a eu plein de mésaventures comme ça. Mais bon, ça nous a fait rire parce que je crois que ce qu'on retient de toutes ces tournées-là, c'est l'accueil qui nous était réservé parce que les gens étaient vraiment soutenaient le groupe, quoi. Soutenaient le groupe et je dois dire, et je le dis et je le répète, Kassav, si Kassav a été appelé par des majors en France, c'est bien parce que les gens constataient qu'en Afrique, ça faisait un réel tabac et qu'ils se sont dit à un moment, mais je crois qu'on rate quelque chose parce qu'en France, on n'existait pas encore. Quand on a commencé à tourner en Afrique, il y avait très peu de gens qui soutenaient Kassav. Il y avait une radio comme Radio Nova, il y avait des journaux comme... on avait des articles dans Libération, il y avait le journal Actuel, des choses comme ça. RFI a beaucoup diffusé Kassav avec Gilles Aubringer à l'époque. Gilles Aubringer avait une émission musicale. Il passait le soir de la musique antillaise et il a vraiment fait démarrer Kassav par le biais de RFI. Mais la France elle-même ne connaissait pas Kassav, n'était pas voilà. Et c'est quand en fait quand j'ai fait mon album en décembre 86 avec le titre Collet serré, en 87, j'ai fait une télé avec Philippe Laville qui m'a demandé de faire une reprise avec lui. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à entendre un peu une vague interprétation, enfin pas une vague, une interprétation de la musique de Kassav puisqu'on avait tout refait avec Philippe, puisque Philippe, lui, faisait de la variété française. Donc automatiquement, ses arrangements n'étaient pas aussi West Indian que les nôtres, quoi. Et donc, il faisait parce qu'il s'adressait au peuple français. Voilà, et donc, ils ont commencé à s'habituer à me voir, à entendre un peu le son de Kassav, un petit peu, ce qui fait que quand Kassav est arrivé en décembre 87 en France, le terrain était prêt. Le terrain était prêt. Et qu'est-ce qui a fait alors que ça prenne, que ça explose en Afrique, d'après vous, hein? Je pense que déjà, ça a explosé en Afrique pour les mêmes raisons que ça a explosé chez nous. C'était une musique qui était énergisante, c'était une musique qui vous rendait gai, c'était une musique qui vous donnait la pêche. Voilà, je crois que c'est ça. C'est une musique dans laquelle tout le monde se reconnaît parce que, je veux dire, vous pouvez marcher dessus, vous pouvez sauter dessus, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez zouker. Voilà, vous pouvez vous asseoir et l'écouter, vous pouvez zouker, etc. Il y a eu effectivement les formules un peu plus ralenties qui ont rapproché les gens. Voilà. Donc c'était, mais bon, dans la danse, ça a toujours existé. Hein. Quand il y avait le flow, personne ne regardait ce qui se passait. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on dit que le zouk, c'est une danse sensuelle. Le tango l'a été, la danse classique l'est quelquefois, etc., etc. Donc bon, voilà. Mais Jocelyne, du coup, ça a un peu changé aujourd'hui. Hein. Votre zouk, c'est pas le zouk qu'on entend aujourd'hui. Ça bouge moins. Mais c'est une inspiration du zouk. C'est exactement comme le R&B qui est venu de quoi? Qui est venu du blues. Du blues, du blues, jazz, machin, etc. Jazz et blues, Le reggae est venu du rocksteady. Le rocksteady de quoi? Ben encore du blues, etc., du rock, tout simplement.
Donc, automatiquement, toutes ces musiques, on ne crée jamais à partir de zéro. Personne n'a créé à partir de zéro. C'est parce qu'il y a quelque chose et qu'on veut fabriquer autre chose qui ira plus loin, qu'on prend une base. Notre base, c'était la musique traditionnelle de chez nous, de la Guadeloupe d'abord. Et puis quand il y a eu des Martiniquais, les Martiniquais, dont moi, étaient nourris quand même avec une bonne base de la musique, des musiques traditionnelles de chez nous. Donc automatiquement, quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez créer sans imiter l'autre. Vous pouvez donc proposer quelque chose à l'autre. Et l'autre, il le prend et il en fait ce qu'il veut. Mais il n'empêche qu'on reconnaît quand c'est R&B, on dit bien, ah, ça c'est du R&B. Quand c'est du zouk, soyons honnêtes, il faut dire que c'est du zouk. Je défends ma paroisse. Hein. Il faut défendre sa paroisse. Mais oui, parce qu'en fait, on a trop galéré en fait, pour installer ce style musical, pour qu'aujourd'hui, si tu veux, on lui donne toutes sortes de noms, sauf son vrai nom. Exactement. Et vous avez tout créé jusque-là. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? J'adore déjà le livre, mais qu'est-ce que le groupe Kassav, qu'est-ce que cet empire Kassav fait pour continuer avec la nouvelle génération à prêcher cette jeune génération? Alors. Parce que, pardon Jocelyne, mais il faut quand même se dire que c'est comme si, vous vous rendez compte qu'il y a encore une génération qui ne fait que penser du Kassav jusqu'aujourd'hui. Donc il y a eu un gap in between, comme on dit. Alors, je vais vous dire une chose. Tous les musiciens qui travaillent, d'accord, tous les vrais musiciens qui travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent des tas de choses. Ils ne sont pas obligés d'appeler Armstrong pour savoir comment Armstrong jouait. Ils n'ont qu'à l'écouter. Et puis se poser les questions. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On imite. Moi, quand j'étais petite, vous savez ce que j'écoutais? J'écoutais Mahalia Jackson, j'écoutais Piaf, ça n'a rien à voir, les deux, d'accord? J'écoutais Brel, j'écoutais Myriam Makeba, j'écoutais, quoi encore? Célia Cruz. Que des gens qui n'ont rien à voir. Mais j'essayais de chanter comme Célia Cruz, j'essayais de chanter comme Makeba, j'essayais de chanter comme Piaf et comme Mahalia Jackson. Tout ça, ça m'a nourri. Maintenant, quand je chante, je ne suis ni Piaf, ni Mahalia Jackson, ni Célia Cruz, ni machin. J'ai fait mon propre chemin. En fait, on apprend de l'autre, c'est-à-dire que quand quelqu'un, un musicien vous plaît, parce qu'il vous touche. Une musique vous plaît parce qu'elle vous touche, elle vous parle, vos tripes reçoivent la chose. Si vous aimez une musique parce qu'elle est à la mode, c'est que vous n'avez aucune personnalité. Il faut savoir choisir ces musiques par rapport à ce dont vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai des musiques qui m'apaisent et des musiques qui vont me donner de l'énergie. Donc, si je veux sentir et puis avoir de l'énergie, je ne vais pas écouter celles qui m'apaisent. D'accord? Donc, en fait, c'est ça. C'est savoir à quel moment, quelle émotion, quelle chose est transportée là. Et dans le chant et dans les textes, machinalement, je veux dire, quand vous prenez l'habitude d'écouter réellement ce qui se passe, vous pouvez entendre quelque chose dans la voix qui fait que, ouais, c'est ça qui m'a touché. D'accord? Quand il va y avoir une phrase et la tournure de la phrase, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, cette tournure de phrase vous fait comprendre qu'il y a une façon de dire les choses. Vous n'allez pas répéter ce que l'autre a déjà fait, il l'a déjà fait. D'accord? Donc, il faut aujourd'hui que vous, dans ce que vous avez envie de dire, que vous trouviez la façon de séduire l'autre. La façon de toucher le cœur de l'autre. C'est ça. Donc, en fait, moi, ça me plaisait de les entendre. Ça me plaisait de les imiter. Aujourd'hui, riche de toutes ces choses-là qui m'ont nourri depuis toute petite, mais de toutes les musiques du monde, en fait, quelque part. Parce que j'ai eu une époque musique indienne, une époque musique arabe, etc. Donc, je n'arrête pas. Et j'écoute la K-pop et j'écoute toutes sortes de musique aujourd'hui. Donc, en fait, chaque fois que j'écoute quelque chose, est-ce que ça me touche, est-ce que ça ne me touche pas? Je ne me pose pas la question, je ne cherche pas à être touchée. J'écoute, ça me touche ou ça ne me touche pas. Quand ça me touche, pourquoi ça me touche? Et là, à partir du moment où on comprend ce qui a fait que ça touche, eh bien, on sait vaguement comment faire pour, à son tour, à sa manière, c'est-à-dire trouver à l'intérieur de soi, comment faire pour toucher l'autre. Et ça, on l'apprend en écoutant les autres. Personne ne m'a tenu par la main pour me dire, pour me montrer comment le faire. Donc, en fait, Kassav a laissé un tas enfin, pas à laisser Kassav, l'âme de Kassav est encore là. L'âme est toujours là, en tout cas. Voilà.
Kassav laisse à tous ceux qui veulent, je veux dire, un patrimoine. Écoutez les chansons, gardez celles qui vous plaisent et poussez de côté celles qui ne vous plaisent pas. Mais celles qui vous plaisent, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Ce sont les questions que vous avez à vous poser. Parce que c'est un travail personnel. Moi, si je dois te dire comment faire les choses, mais demain, tu vas m'appeler encore pour que je t'explique comment faire autre chose. Je veux dire, il y a un moment où tu deviens adulte et où tu comprends les choses parce que tu auras travaillé, toi, ta propre réflexion, toi, ta propre, je veux dire, travaillé à donner de l'impulsion à ta créativité. Je crois que c'est ça. Alors, évidemment, il m'arrive souvent à moi, puisque comme je parle anglais, donc je suis souvent invitée dans des universités, en visio ou en vrai, voilà, à parler avec des étudiants, leur raconter l'histoire de Kassav, raconter pourquoi ci, pourquoi ça. Je suis souvent interrogée sur des petits détails auxquels je n'avais même pas pensé. Je veux dire, donc, je suis obligée, moi, d'aller fouiller dans toute mon expérience pour voir comment je peux répondre à cette question-là. Donc, ce sont des échanges qui font que l'autre comprend qu'elle a été un peu la façon purement spontanée, en fait, de Kassav. C'est chaque musicien qui a apporté son âme. C'est ça. Et c'est et je crois que dans tous les groupes, c'est comme ça. Quand vous travaillez avec quelqu'un, le courant passe ou il passe pas. S'il passe pas, vous allez jouer bêtement la guitare derrière. Maintenant, si vous avez vraiment envie de jouer le morceau, vous pouvez devenir extrêmement créatif parce que ce morceau vous parle, parce que ça réveille des choses dans votre ventre, dans votre tête, dans votre cœur, et que ça se ressent au niveau du jeu de la guitare. Ouais, voilà. Ouais. Et alors, comment où vous classez la musique, enfin, des îles aujourd'hui par rapport à votre musique, la musique antillaise aujourd'hui? Comment vous la trouvez? La musique antillaise a toujours été extrêmement riche. Moi, depuis toute petite, je sais que c'est à l'âge de 7 ans que mon père me faisait déjà écouter Mighty Sparrow qui venait de Trinidad et Tobago. Bon, j'ai eu la chance d'entendre, parce que dans ma famille, les gens ont toujours été fanatiques de salsa. Donc, j'ai entendu tous les vieux morceaux de salsa qui étaient sur la terre, les Fania All Star, etc., etc. Quand le reggae est arrivé avec Marley, moi, j'étais déjà à Paris, mais on écoutait déjà Jimmy Cliff. Ouais, donc on a toujours été nourris aux Antilles françaises, en tout cas, de toute la musique de la Caraïbe et Haïti. J'ai même pas parlé d'Haïti. Haïti, compas et tout, le compas haïtien a dominé et est encore extrêmement présent chez nous. C'est une musique que tout Antillais aime. Il n'y a pas une personne aux Antilles, enfin aux Antilles Martinique, Guadeloupe, je veux dire, qui soit insensible complètement au compas. Le compas, c'est une musique une musique majeure de chez nous. Donc c'est une musique qu'on aime et c'est une musique qu'on consomme etc. Et le zouk, je crois que le zouk est devenu aussi une musique majeure de l'archipel caribéen. Parce que à la Barbade, par exemple, dans la soca, le groupe, je crois que c'était Square One, ils ont beaucoup écouté Kassav et ils ont eu un soca qui était différent de celui de... Donc ils ont fait un peu un mélange, ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils mettaient des touches. Il y avait des choses dans le zouk qui leur parlaient. Donc, ces choses-là, ils les prenaient, ils les remaniaient à leur manière, ils l'inséraient dans leur soca. Et je crois que c'est comme ça. On parle de musique. Moi, je veux dire la musique. J'ai regardé dernièrement, il y avait le concert, j'ai oublié son nom, mais c'était un Jamaïcain qui faisait un concert avec un orchestre symphonique. C'était Ibo de Third World qui dirigeait les cordes et compagnie. Je veux dire, on peut très bien faire du reggae et aimer la musique classique. Ce n'est pas antinomique. Tout ça, c'est de la musique. À partir du moment où on a compris ça, le seul truc, c'est que bon, si on veut être original, l'idéal, c'est de ne pas faire la musique de l'autre, parce qu'il le fait depuis tout petit et il la connaît et il est champion dans son Exactement, ouais. Donc, par contre, il ne sait pas faire la tienne. Donc, autant lui proposer la tienne. Ouais. C'est ça. Donc, quelque chose de nouveau. Mais rien ne t'empêche d'écouter ce que lui, il a fait. Et de comprendre pourquoi ça t'a touché et puis de te nourrir des trucs. Moi, j'ai chanté plein de trucs de
de R&B, j'avais tous les disques de machin, Stevie Wonder, Chaka Khan, Aretha Franklin, tout ça. Moi, j'ai tout ça dans ma discothèque. Et j'ai encore du plaisir à les écouter. Je veux dire, et j'écoute les jeunes aussi qui viennent, enfin, les autres d'aujourd'hui, quoi, que les gens aiment, comme India Harry, tous ces trucs-là, quoi. Donc, c'est... on passe toutes les époques, à chaque fois, on écoute les belles choses qui sont offertes dans ce monde, mais je ne vais pas me prendre pour Stevie Wonder. Je ne suis pas Stevie Wonder. Et lui, il n'est pas Jocelyne Berroir. Exactement. Voilà. Donc, le truc, c'est que toi, quand tu t'adresses à l'autre, il faut que tu puisses lui dire, me voilà. Voilà qui je suis. Et voilà ce que moi j'offre. Et tu es toi, personne d'autre. Voilà. Et il y a un truc, par exemple, un exemple que je peux donner. Au début, par exemple, Lucky Dubé qui fait du reggae d'Afrique du Sud. Au début, ça m'a un peu énervé. J'aimais bien ce qu'il faisait, mais je disais, mais on a l'impression qu'il imite Peter Tosh. La façon de chanter, la voix. Et puis, au fur et à mesure, il a eu son style qui lui Son style qu'il a transformé, oui, exactement. Voilà. Et moi, je suis devenue fanatique à ce moment-là. Voilà. C'est vrai qu'au début, il avait un autre style et puis il a changé après. Il était très Peter Tosh. Vraiment très proche de Peter Tosh. Et moi, ça m'énervait parce que j'adorais Peter Tosh. Donc c'était... voilà. Donc, mais au fur et à mesure, moi, j'avoue, je suis devenue fanatique de Lucky Dubé. De Lucky Dubé. Oui, parce qu'il a eu un style un peu, il pleurait mélancolique, un peu, c'était son style. Il tirait les notes à la manière de Tosh. Vraiment. Exactement. Et puis finalement, mais il avait de beaux textes en plus. Je veux dire, Lucky Dubé et tout, et c'était vraiment bien. Et se faire tuer bêtement comme ça, c'était vraiment très triste. C'était trop triste en tout cas, il nous manque, jusqu'aujourd'hui il nous manque. Revenons un peu à l'ouvrage. J'ai vu un passage, et on encourage beaucoup de gens à lire ce livre. Moi, j'encourage vraiment les gens à lire ce livre parce que c'est tout un film, comme je le dis. Mais il y a... je suis d'un pays où il n'y a qu'un mot pour désigner la couleur d'un blanc. Et quelque part, quand on descend... il y a des noms là, des nuances. Il y a Chabin, mulâtre, Chapé, Coulis, Chabine, Nègre rouge. Voilà, j'appartiens à la première génération. Ça m'a un peu touché là. Non, j'appartiens à la première génération. On a commencé à arrêter d'appeler comme ça parce que en fait, à l'époque, faut pas oublier que il faut toujours revenir à l'histoire. À l'histoire, c'est très important. Pour comprendre un peuple, on est obligé de savoir comment ce peuple-là a été créé. C'est-à-dire quels sont les antécédents. Les Antilles, en général, sont fabriqués dans la violence de l'esclavage. D'accord? La violence de l'esclavage. En général. Oui, toutes les îles. Il y a eu l'esclavage partout. Bien sûr. Je veux dire. Donc, les cerveaux ont été manipulés. Tu vois? C'était, de toute façon, c'est parce que tu étais noir que tu étais esclave. Donc, les gens savent que s'ils veulent être libres, il ne faut pas qu'ils soient noirs. Donc, ils essaient de s'éclaircir. D'accord? Parce que celui qui tire les ficelles, il est blanc. Et qu'il a décidé que le noir, machin. Et je disais justement cet après-midi, même l'Église s'était mêlée de cette affaire-là. Donc, je veux dire, c'était un truc qui était programmé, qui était fait pour que certains puissent avoir de la main-d'œuvre gratuite. D'accord? Et pour pouvoir bien posséder, bien utiliser ces gens-là, il fallait de toutes les façons travailler le cerveau pour qu'il soit docile. C'est clair. Donc, tous n'ont pas été dociles. C'est pour ça qu'il y a eu des révoltes. D'accord? Mais la plupart étaient facilement, on pouvait les contenir facilement parce qu'ils avaient été fabriqués quelque part. Et quand je dis fabriqués, c'est véritablement fabriqué. Parce que quand vous avez vécu le traumatisme de la déportation, on peut vous fabriquer, vous malmener le cerveau. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que par la suite, pour défaire ça, c'est pas en 2 jours. Pas du tout. Voilà. Donc, on est obligé de comprendre cette histoire et se dire qu'il faut donner à chacun le temps de bien comprendre et de se décider à être debout, tu vois, non pas comme une résultante de ce truc-là, mais simplement comme un être humain. Voilà. Et qu'à partir du moment où il est un être humain, il est responsable. S'il veut être boulanger, il faut qu'il apprenne à faire le pain. Exactement. S'il veut être musicien, il faut qu'il apprenne à jouer d'un instrument ou apprenne à chanter, c'est tout. Ouais. S'il veut être écrivain, il faut qu'il apprenne à écrire. On ne s'invente pas ceci ou cela. C'est tout. C'est le travail
qui te permet d'arriver, d'exister, de réussir et d'aller dire à l'autre, mais voilà. Exactement, ce qui est très important. Donc, il y a un autre passage où vous avez dit « Mes parents ont vécu à peu près les mêmes expériences familiales, l'amour débordant de leur mère et la sévérité distante du père ou du frère aîné, la rigueur des bonnes manières et la ferme certitude que seules les études ouvrent un avenir serein. » C'est ce qu'on appelle à Martinique, éducation bourgeoise. Les parents de Jocelyne étaient sévères côté éducation? Ils étaient très sévères. Ils étaient très sévères. Si on vous donnait quelque chose et que vous n'aviez pas dit merci, on te dit, hé, c'est tout de suite, c'est quoi? Oui, tu arrives, tu dis pas bonjour aux parents. Moi, les copains qui venaient et qui disaient pas bonjour à nos parents, mon père disait, faites-les ressortir. Ah oui, tu arrives, tu demandes où sont les parents, tu vas leur dire bonjour, et à ce moment-là, tu es autorisé à être dans la maison. C'était ça. Et c'était un minimum, parce que, bon, en fait, je crois que quand on laisse tomber toutes ces petites choses, ben, on arrive, en fait, avec des relations un peu bizarres, quoi, où il n'y a plus de respect entre les gens. Or, le respect ne doit pas être quelque chose c'est pas un poids. Moi, respecter l'autre, c'est pas un poids pour moi, au contraire. Pour moi, je crois que je dois le respect à tout le monde, quoi. Je dois du respect à tout le monde. C'est un devoir. Il n'y a pas de grade pour mériter plus de respect que l'autre. Chacun a droit au même respect. Voilà. C'est tout. Donc, moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. C'est ce qui est très important. Parce que ça m'a permis d'aller dans plein de pays et d'accepter des trucs et de comprendre certaines traditions assez rapidement et de pouvoir avoir des relations apaisées avec les gens parce que justement, j'avais déjà cette base de... Vous avez cette facilité-là de vous assimiler à d'autres cultures? Assimiler, non. M'assimiler à d'autres cultures, non. Mais admettre l'autre culture. Admettre que la personne, bon, elle ne vient pas de Martinique comme moi. Elle a un autre passé. Mais comprendre l'autre tel quel, hein, c'est ça? Mais bien sûr, comprendre l'autre et respecter le fait que, bon, je ne suis plus chez moi. Et quand je ne suis pas chez moi, je respecte l'autre. Il y a des tas de gens, moi je sais qu'on avait on avait une façon de vivre chez nous, ça a beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vivre à la Martinique et qui quelquefois imposent leur loi, ce qui n'est pas normal. Je veux dire, comment tu peux interdire, si tu veux, aux pêcheurs de partir à 5 heures du matin pêcher? Parce que ça fait du bruit, ça t'empêche de dormir, mais tu es venu à un endroit où il était là avant. Et ça a toujours été comme ça n'a jamais gêné les autres. Les coqs, ça n'a jamais changé. C'est moi, on les entend, mais on dort quand même. C'est ça. Et les nouveaux venus, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas habitués. Parce qu'ils ne sont pas habitués, Mais c'est ça, le soir, on entend les grenouilles. Ah bah oui, il y a des grenouilles chez nous. C'est comme ça. Je veux dire, moi, quand je vais à Paris, je ne fais pas n'importe quoi à Paris. Je sais qu'à 10 heures du soir, il faut que je baisse ma musique. Exactement. Parce que c'est la loi à Paris, mais chez moi, ne viens pas me dire de baisser ma musique à 10 heures du soir parce que je ne suis pas habituée à ça. Tu vois, c'est tout ça. C'est la fête 24 heures sur 24. Et c'est le respect, justement, des traditions, de la façon de faire des autres. Et personne n'a le droit de venir imposer quoi que ce soit d'autre. Mais bon, maintenant, ça se fait avec la police, donc c'est un peu emmerdant. Ça c'est vrai. Je veux pas tout dévoiler, en tout cas dans l'ouvrage, mais je finis avec ce passage qui m'a beaucoup plu aussi. J'ai vu que la grand-mère, elle était tellement stricte parce que bref, il vaut mieux ne pas faire des fautes avec ma grand-mère paternelle, l'institutrice. Et des tantes également enseignantes au lycée à la moindre entorse orale ou écrite de cette langue française qui représente le sésame. Nous avons droit à un véritable cours de grammaire. Exactement. Oui, parce qu'il voulait que, en fait, quand on partirait faire des études, que quand si on doit s'exprimer, parler aux gens, qu'on ne fasse pas de faute de français. Ça serait la honte pour eux, pour elles, en fait. Donc, on avait droit aux dictées, on avait droit aux cours de grammaire, on avait droit à nous embêter avec le français. Mais bon, on a fini par l'apprendre, puisque de toute façon, il fallait passer les examens en français. Donc, voilà. Waouh. Et vous avez... enfin, elle représentait quoi pour vous, votre grand-mère?
Mes deux grands-mères, en fait. Dans les deux grands-mères, exactement, les deux, ouais. Moi, je les aimais beaucoup. Je veux dire, ma grand-mère paternelle, elle a souffert des genoux, donc elle se plaignait beaucoup de ses genoux, mais c'était pas grave. Je veux dire. Ce qui était important, c'était l'amour qu'on partageait, et c'était ça, elle nous aimait, et c'était l'essentiel. Ma grand-mère maternelle, maintenant, était plus silencieuse, plus... et elle avait une certaine sagesse. Elle ne prenait jamais parti. Si on venait lui raconter quelque chose, elle disait « je veux entendre l'autre version ». Donc elle ne donnait pas raison. On pouvait essayer de la voir, d'avoir son soutien. Non, elle donnait, elle apaisait tout le monde. C'était quelqu'un de vraiment... que j'aimais beaucoup. Je me rappelle, à l'époque, il y avait des mini-jupes, là, vous savez, c'est l'époque des mini-jupes et tout. Et moi, j'avais vraiment une mini-jupe, mais grave. Et quelque chose était tombé. Ils n'arrivaient pas à descendre, le truc, j'étais pas sûre qu'on ne verrait pas mes dessous, quoi. Et elle était debout à côté, elle me regardait, elle riait. Et elle disait, je veux voir comment tu vas te débrouiller. Et ça voulait dire, tu as compris qu'il faut que tu rallonges ta robe. Ah! C'est ça que ça voulait dire. Ça, c'est l'éducation. Hein. Voilà, c'est sa façon d'enseigner. Dans sa façon de machin, elle se moquait de moi, mais elle savait qu'en faisant ça, elle ne m'a pas engueulée, elle ne m'a rien dit, mais elle savait que son attitude allait m'obliger à penser que c'est parce que le vêtement est trop court qu'il faut que je le rallonge. Wow. Et je l'ai rallongé. Ouais. Voilà. Des bons souvenirs. Mais qu'est-ce qui vous a motivé, Jocelyne, à écrire, d'écrire ce livre, hein? Et surtout aujourd'hui encore, pardon, mais aujourd'hui que Jacob n'est plus avec nous. Ah ben j'ai commencé avant que Jacob ne s'en aille. Ah d'accord, quand même. Oui, quand Jacob est décédé fin juillet de l'année dernière, le livre était déjà fini. Ah. Je devais remettre l'épreuve, comme on l'appelle. Et en fait, je leur ai demandé quelques jours de plus pour avoir l'occasion d'écrire quelque chose pour Jacob. Et en fait, j'arrivais pas à écrire. Je voulais surtout pas être triste. Et puis, j'ai eu l'idée de faire cette conversation d'une page avec lui. Voilà. Et en parcourant le livre, hein, comme j'ai essayé de lire certains, les passages que je viens de lire, on sent qu'il y a des vérités, on sent qu'il y a un peu de tout alors, mais expliqué d'une façon humoristique, si je dois le dire ainsi. Et c'est votre c'est la personne que je représente aussi. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vous-même voulu écrire cette histoire ou ces histoires? C'est-à-dire que je ne pouvais pas l'écrire autrement. Pourquoi? Parce que je faisais partie d'un groupe, Kassav, où en général, je veux dire tout le groupe, on a ça de très antillais en nous, c'est-à-dire l'art de la dérision. On aime se moquer de nous. Voilà. Donc, quand il nous arrivait quelque chose, il fallait qu'on tourne cette chose en dérision, ne pas la solidifier en quelque chose de violent ou de machin, surtout si on s'en sort. Je veux dire, il y aurait eu peut-être un drame que peut-être qu'on aurait réagi autrement, j'en sais rien. Mais bon, tant qu'il n'y avait pas de drame, alors on pouvait complètement dédramatiser la chose. Et c'était une façon de faire. Et c'est ce que j'ai appris avec mes copains. Parce que moi j'étais toujours c'était la rigueur, j'étais un peu rectiligne, machin, je faisais toujours des remarques, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'était un peu la résultante de mon éducation. Et j'ai appris, en fait, à être plus souple, à être un peu plus... Respire, Jocelyne. Il me disait, respire. Et donc, voilà. Et donc, j'ai appris ça avec eux. J'ai appris plein de choses avec eux. Je pense que je leur ai appris aussi des choses, mais j'ai appris plein de choses avec eux. Ah, ben c'est sûr qu'ils ont aussi appris. Et notamment, vivre ensemble. Parce qu'en fait, c'est différent tous. Jusqu'à maintenant, on a des façons différentes de penser, d'analyser les choses, etc. Mais il y a ce respect de l'autre et sa façon d'être, d'analyser, compagnie. Son ego doit être mis de côté, ça c'est clair. Quand vous faites partie d'un groupe, c'est le groupe qui compte. C'est ça. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important. Et
donc le livre est déjà, les gens peuvent trouver le livre. J'ai vu sur Amazon, un peu partout. Ouais. C'est ce qui est très important. Mais j'ai beaucoup aimé les passages. Et moi, je vais même acheter pour mon frère qui adore le Kassav et il va bien. Mais est-ce que vous voyez pas un film après ça? Ou un documentaire? Moi, si quelqu'un voit un film, je suis open. Mais moi, non, je ne suis pas cinéaste, je ne vais pas m'inventer cinéaste. J'ai déjà suffisamment sur mes épaules, ça ira. Ça ira. Par contre, en ce moment, je suis en train d'essayer de trouver justement des éditions pour qu'il y ait des traductions dans d'autres langues, en anglais et en portugais surtout. Parce que l'Afrique lusophone et anglophone aussi, je pense, souhaite lire cette histoire-là. Et les anglophones aussi, de la Caraïbe, les gens qui sont aux États-Unis, etc. Je pense qu'il serait bon qu'il y ait déjà au départ ces deux versions-là, portugaise et anglaise, et que bon, il faudra qu'on ait d'excellents traducteurs pour pouvoir procéder aux nouvelles versions. Voilà. Exactement. Je pense que toute cette communauté portugaise ou anglophone va bien être content pour avoir ces livres, cet ouvrage traduit en plusieurs langues. Ça serait très important. Alors, je finis peut-être, on commence à chuter un peu avec cette interview. Quel a été votre meilleur souvenir, je dirais, avec Kassav, hein? Je sais qu'il y en a beaucoup. C'est toujours difficile de dire. I know. Alors, il y a plein de souvenirs. Moi, je sais que celui qui vient, les souvenirs qui viennent spontanément, évidemment, il y a tous les anniversaires, que ce soit les 10 ans. Ouais. C'était la première fois en Guadeloupe, on a fêté les 10 ans de Kassav. Il y avait 40 000 personnes. C'était la première fois qu'on réunissait autant de monde aux Antilles, ensemble, sur un espace. Il disait que justement, la Guadeloupe penchait d'un côté. On a fait un autre concert qui était un concert gratuit organisé par une grande surface. En fait, ils avaient décidé de payer ce concert de Kassav et ils l'offraient aux clients. Donc, les clients devaient venir récupérer leur billet. Évidemment, si vous venez dans un supermarché récupérer un billet, vous en profitez, vous achetez 1 kilo de sucre, 1 kilo de viande, etc. Donc, c'est tout bénéfice pour eux. Donc, ils avaient trouvé ce truc-là et on a eu 70 000 personnes à la Guadeloupe. On a fait le premier carnaval antillais en 1986, je crois, le premier carnaval de Paris. C'était sur l'esplanade de Vincennes et il y avait, chiffre de la police, 250 000 personnes. Chiffre des organisateurs, 300 000. Mais bon, il y avait en tout cas plus de 250 000 personnes ensemble là. C'était un concert gratuit c'était époustouflant. On était bouche bée. Quand on est monté sur scène et qu'on a vu les gens, mais on n'avait plus de voix. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu bon, les 10 ans, les 20 ans à Bercy, mais surtout les 30 ans au Stade de France et les 40 ans à l'Arena. Ce sont des souvenirs absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Wow. Et puis, tous ces voyages surprenants. Je veux dire que ce soit l'Afrique, quand on a vu justement toute l'effervescence qu'il y avait, on ne s'y attendait pas. Ouais. Et en fait, on allait de surprise en surprise. Et quand on est allé au Japon aussi, pareil. Et quand l'URSS maintenant, on a joué là-bas, à Leningrad. Ouais. On appelle c'est un autre nom. Elle s'appelle plus Leningrad. Oui, c'est Leningrad, mais ça bref. Ils ont changé les noms, ouais. Voilà. Donc, on a joué là-bas. Donc, j'ai dit, mais attends, est-ce qu'ils connaissent là-bas? Mais en fait, ils sont venus par curiosité. On avait un concert, de 11 concerts, finalement, c'est devenu 3 concerts en URSS. 3. Voilà. Alors, il y a 2-3 personnes qui partaient parce que ce n'était pas leur tasse de thé. Voilà. Mais les autres restaient et il y avait des étudiants africains devant qui mettaient l'ambiance et eux, ils imitaient les étudiants africains. Et les concerts se sont super bien passés aussi. Il y a eu plein de tournées comme ça. Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, le Chili, qui aurait pu imaginer qu'un groupe antillais ait joué jusqu'au Chili. On a fait un festival, le festival de Viña del Mar là-bas. C'était extraordinaire. On a joué aussi comment on appelle ça, en Bolivie. C'était, j'ai oublié le nom de la ville. C'était aussi étonnant de voir en fait l'engouement que les gens avaient pour cette musique-là. D'ailleurs, au Chili, c'est là qu'on a compris quelque chose. C'est que les gens, au départ, ils ont cru que c'était nous qui reprenions des morceaux que eux ils connaissaient en espagnol. Et en fait, tous nos titres phares avaient été repris en Amérique du Sud en espagnol. Et les gens, un titre par exemple qui sort en ce moment d'ailleurs en France avec Gente de Zona et Jean-Philippe Martelly,
de Kassav. Oui. Il a repris son titre Rété. Ouza, là, ok. Ouais, j'ai vu, Karine m'a envoyé un... Ouais. Voilà. Rente des Zona a repris ce titre-là avec Jean-Philippe. En espagnol. Et les gens vont enfin comprendre quelle est l'origine de ce titre-là, qui a été un tube, mais massif. Ouais. Je veux dire, dans toute l'Amérique du Sud, exactement. Le titre Rété, chanté par Anna, je crois que c'est Anna Marie, hein, elle a un nom comme ça, Anna quelque chose. Ouais. Et c'était un immense tube qu'on pouvait entendre au Venezuela, n'importe où, quoi. Il y a des gens qui m'ont dit, mais je vais prendre un bus au Venezuela, j'entends Rété, mais en espagnol. Et on ne savait pas ça. Et tous, ils ont fait croire que c'était leur titre à eux, et c'était des reprises des morceaux de Kassav qui n'arrivaient pas là-bas. C'est-à-dire que les morceaux étaient bloqués à l'arrivée pour que les artistes reprennent les chansons. Et quand on est arrivé, nous, et qu'on a été joués... Et eux, ils pensaient que vous étiez en train de chanter les chansons de leurs artistes. Les chansons des autres, dans notre langue. Alors que c'était le contraire. Le contraire. J'étais obligée d'aller en radio pour leur dire. Leur dire que les titres originaux sont de Kassav. Mais les gens de l'Amérique du Sud sont habitués aux chansons de Kassav. Mais en espagnol. Ça, c'est la plus belle histoire. C'est ça. Donc, voilà. Waouh. Là, on comprend qu'il y a beaucoup de bons souvenirs. Là, c'est clair. Ouais. Et tous ces auditeurs, ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, à propos de ce livre, Jocelyne Berroa, qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir? Je vais leur dire que s'ils ont envie de savoir un petit peu tout ce qu'on a traversé, que c'est peut-être... que dans ce livre-là, ils vont avoir leur réponse. Alors évidemment, moi, c'est mon regard. Ça, c'est une chose il faut bien comprendre que c'est Kassav vu de l'intérieur, c'est-à-dire ce que Jocelyne a vécu dans Kassav. Maintenant, si Jacob était encore là et qu'il devait écrire le sien, ça aurait été peut-être différent. L'histoire même de la création de Kassav aurait peut-être été plus complète, aurait peut-être eu des choses en plus ou vues autrement. Mais je veux dire, lui, il pourrait parler de comment il était avant de monter sur scène, avant comment il composait, comment il faisait. Donc, il aurait pu raconter une autre phase de Kassav. Donc, j'espère que Jean-Claude, Jean-Philippe, Georges auront le courage, en fait, non pas d'écrire, parce qu'on peut justement toujours trouver quelqu'un pour nous aider à le faire, et je veux dire, mais qui puissent réellement le faire, qui racontent leur histoire. Parce qu'il faut laisser des traces pour les jeunes qui arrivent après. Parce que je sais que quand on se pose des questions sur Stelio, sur Léona, Gabriel Sohim, qui sont des anciens artistes de chez nous, qu'on n'a pas connus, nous, je veux dire, on se pose quelquefois des questions sur leur vie, comment ils faisaient, ils étaient à Paris, mais ils vivaient où, ils travaillaient où, est-ce qu'ils gagnaient leur vie, est-ce qu'ils ne gagnaient pas leur vie, est-ce que c'était difficile, pas difficile. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça qu'on ignore, parce que ça n'a pas été raconté. Donc, il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses de l'extérieur, qui viennent raconter ce qu'ils savent, eux, de ce qu'ils ont vu. Mais c'est peut-être pas la réalité de l'artiste lui-même. Donc, je trouve nécessaire que chacun écrive son histoire, sa propre histoire, qui raconte comment il a vécu ci et ça. Et c'est très important. Ils ont eu la chance de lire un temps pour lire votre ouvrage, les autres, les amis? Les autres Kassav, je vais leur donner. Le livre est sorti, ils l'auront. Je crois que Jacob a eu le temps quand même de voir quelques de voir un peu avant sa mort. Ouais. Je lui avais envoyé, il me semble, dans les premières moutures et quelque chose comme ça. Le manager, je lui avais envoyé aussi. Donc, il a eu l'occasion. Mais bon, les autres, ils sont tellement occupés que... Qu'ils n'ont pas assez de temps. Voilà, donc, ils vont lire s'ils veulent. Exactement. Donc, je vais jouer une chanson. On va juste chanter quelques secondes. Moi, je vais chanter et Jocelyne va chanter. Et ça sera super. Oh là là, ne me dis pas que je vais laisser. Non, mais c'est... No, it's Jocelyne's song. It's Jocelyne's song. No, it's not this one. It's Collet Serré. I'm gonna start, and then Jocelyne's gonna go, and we're gonna finish. This is it, guys. Can you hear me? No, the music I hear is very low. Moi, t'es que j'en ai comprends.
En le temps passé, je se dis où t'en es changé. Moi pas t'es assis posé, moi t'es parlé bas. Moi t'es même oublié, ça m'a t'es caricouché. Moi ça coup d'y'a pas moi craqué. Moi t'es collé résister. Mais l'amour a été douce. Mais nous comptons qu'à jouer. Si nous te prenons pour nous te parler, coller, c'est vrai, vous t'aider qu'à penser. Si nous te prenons pour nous te causer. Bravo, 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 bravo. Bravo, je sais. La version originale, ça me fait plaisir. Ah, ben merci beaucoup à vous. Merci pour votre temps.